Retour avec nos trois vraies voix, Boris Faure, Aurélie Gros, Philippe Charlaise. Je salue d'ailleurs Philippe David qui co-anime cette émission avec Cécile de Mélibus actuellement et puis qui nous a fait son petit jeu de mots. Il nous envoyait un petit message. Oh, l'émission gaze bien, évidemment. Alors, cher Philippe, je vous livre le nom de nos vraies voix. Ce soir, il y a Faure, il y a Gros. Je vous demande de décliner avec Charlaise ce que vous trouvez. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil pour Philippe David que vous retrouverez dès la semaine prochaine. Coup de projecteur maintenant, chère vraie voix. Une tempête hivernale est en train de quitter progressivement les États-Unis, mais elle est d'ores et déjà jugée historique. Elle fait rage depuis plusieurs jours avec des températures ressenties qui atteignent moins 55 degrés. Elle a laissé des dizaines de milliers d'Américains sans courant le jour de Noël. Plus de 30 morts pour l'instant, le dernier bilan. Karine Durand, spécialiste des phénomènes climatiques extrêmes, est avec nous. Bonsoir Karine Durand. Bonsoir. On a 1000 choses à évoquer avec vous, plein de questions. Je voudrais déjà faire un tour de table de nos vraies voix, parce que peut-être ont-ils un petit mot à nous préciser. Vous avez vu les images, Boris Faure. Quand on pense à grand froid comme ça, on se dit mais c'est bizarre, on avait très chaud il y a peu de temps. Ouais. Oui, non, ça m'a surtout rappelé mes années de vie en Pologne. Et moi, j'ai expérimenté du moins 15, où effectivement, à moins 15, on doit faire attention parce que les oreilles peuvent geler. Et donc, j'ai vu que là, il y avait du moins 30. Donc là, j'étais effectivement bouche bée. Aurélie Gros, il va falloir expliquer aux gens qui disent mais je croyais qu'il y avait un réchauffement de la planète et on est à moins 58. Non, mais c'est tout le paradoxe entre le dérèglement climatique et le réchauffement de la planète. C'est vrai que comment expliquer aux gens la planète se réchauffe alors qu'on trouve des moins 50. Et pourtant, c'est une des conséquences, et je sais qu'il y a beaucoup de travaux en cours, notamment par des géologues qui recherchent les autres périodes glaciaires, notamment au moment du Moyen-Âge. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, et peut-être que la conclusion de tout ça, au-delà des efforts que nous devrons faire chacun et chacune partout dans le monde pour éviter et pour ralentir ce réchauffement climatique, peut-être qu'il va falloir aussi apprendre à vivre différemment, parce qu'on voit que les conséquences aux États-Unis à moins 50 étaient un peu compliquées. Et il y a surtout eu beaucoup de morts, arrêt des transports dans un pays comme les États-Unis, c'est étonnant. Pays que vous connaissez bien, Philippe Charlaise. Oui. Pardonnez-moi l'expression, mais il morfle quand même au niveau climatique. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais je connais bien la problématique climatique par rapport aux gaz à effet de serre et mon métier d'énergéticien. Et donc je dirais que d'un côté, mais Madame le confirmera, c'est que je crois qu'il ne faut pas systématiquement associer climat et météo. Le climat, c'est sur des très grands espaces, c'est plutôt des temps relativement longs, alors que le climat, c'est plutôt sur des espaces beaucoup plus restreints et sur des durées qui sont beaucoup plus courtes. Alors moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que ce genre de météo glaciale aux États-Unis, qui n'est pas une première, on en observe assez régulièrement, est-ce que, par contre, il est assez rare que ça descende jusqu'à Houston, puisque j'ai vu qu'à Houston, il avait fait moins 5 degrés à Houston. À Austin, on observe un peu plus au nord, on observe parfois des températures très fraîches, mais est-ce que c'est vraiment un phénomène exceptionnel? Est-ce qu'on bat vraiment des records, ou est-ce qu'au contraire, disons que c'est quelque chose d'assez classique, voire d'important, mais pas d'extrême? Voilà. Bon, donc déjà Karine Durand sur cette notion de historique, tempête hivernale historique. Nous vous écoutons. Alors oui, effectivement, des tempêtes hivernales très importantes, on en a tous les ans aux États-Unis. Là, oui, elle est quand même exceptionnelle pour plusieurs raisons. Déjà, c'est l'étendue. Alors, en général, une tempête hivernale, ça se cantonne surtout sur le nord, les Rocheuses, les Grands Lacs. Là, elle a vraiment concerné tout le pays. Tous les États ont eu des alertes grand froid. Alors, pas forcément la totalité de l'État, mais tous les États ont été plus ou moins concernés. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Jusqu'en Floride, je crois. Jusqu'en Floride, où il a gelé en Floride. Alors c'est déjà arrivé dans le passé, mais quand même, c'est très rare qu'on ait une étendue pareille sur l'ensemble du pays. En fait, c'est en lien avec les ondulations du jet stream qui sont descendues très bas, très au sud. Du coup, l'air froid a glissé vraiment très bas sur le sud des États-Unis. Alors on a déjà eu des tempêtes très très importantes, des coups de froid importants, mais là, on va quand même préciser qu'on a battu beaucoup de records. Alors bien sûr, du moins 40, moins 45, on en a déjà connu au Montana, au Wyoming dans le passé, mais là, on a eu quand même beaucoup de villes qui ont battu leur record, où il n'a jamais fait aussi froid en décembre, et parfois même aussi froid tout court, tout mois de l'année confondu. Donc il y a l'étendue, il y a les nombreux records battus qui la rendent exceptionnelle, et il y a aussi le fait qu'elle a touché les régions tropicales, comme la Floride. Alors le Texas, c'est quand même pas si exceptionnel, on a déjà eu du moins 10,
19 au Texas ces dernières années, c'est quand même rare, mais on l'a. La Floride, c'est un petit peu plus rare, il a gelé là-bas. Donc voilà, ce froid, il est extrême, il est étendu, il touche le sud, il touche tous les États-Unis sans discernement. Karine Durand, vous n'allez pas y échapper, on voudrait savoir à quoi c'est dû. Alors évidemment, il y a une histoire de masse d'air, mais concrètement, quel est le phénomène climatique qui, à un moment donné, nous emmène du moins 31 degrés à Denver, dans le Colorado, bah, c'est bizarre hein, que j'arrive pas à le prononcer, moins 42 dans le Wyoming, vous voyez, alors que c'était plus difficile à prononcer, là j'y arrive bien, ou encore moins 58 degrés, c'était leur record dans le Montana. Donc explication. Alors, dans le Montana, on n'a pas eu moins 58. Je précise que les moins 50, c'est plus au Canada. Quand on parle de moins 55, moins 58 au Montana, c'est le ressenti. Hein. Ce ne sont pas les températures relevées. L'explication, alors déjà, c'est qu'on a... tout en haut, au niveau du pôle Nord, ce qu'on appelle le vortex polaire. Le vortex polaire, c'est une grosse masse d'air froid qui circule habituellement sur le pôle. Et des fois, on dit qu'il se décroche ou qu'il s'affaisse, il glisse un petit peu plus bas. Alors ça arrive normalement l'hiver plusieurs fois, ça arrive aux États-Unis, ça arrive parfois sur l'Europe, sur la France, mais là en fait on a le courant de jet, le jet stream qui est entré en jeu aussi et qui a depuis quelques années, on le remarque, des ondulations très très marquées et ces ondulations justement, elles permettent à l'air froid de descendre car le jet stream il marque la limite entre l'air froid et l'air doux en dessous et donc plus ce jet stream s'abaisse vers le sud et bien plus l'air froid glisse justement vers le sud, c'est ce qu'on a eu. Donc ce vortex polaire, on dit qu'il s'est décroché. Il est sorti de sa place habituelle, il a glissé sur le Canada, les États-Unis, bien plus au sud en fait que d'habitude. Et puis ensuite, alors en ce qui concerne la neige, le vent violent, la tempête en soi, eh bien cette masse d'air froid qui descend, elle rencontre des courants, des masses d'air un petit peu plus douces, notamment en passant au-dessus de l'océan. Et le contraste de ces deux masses d'air, entre le froid glacial et la douceur qui était là, ça génère une situation explosive. C'est ce qu'on appelle la bombe météo. La bombe météo, eh bien c'est une dépression qui est très violente. Alors pour qu'on parle de bombe météo, il faut que la pression en son centre à cette dépression, il faut qu'elle descende de 24 hectopascales au moins en l'espace de 24 heures. C'est énorme. Elle se creuse très très rapidement, elle s'intensifie justement à cause de ce contraste violent entre le froid et la douceur. Ouais. Et cette bombe météo, ensuite, elle se dirige d'ouest en est. Plus elle est violente, cette bombe météo, plus elle donne de précipitations et plus elle donne de vent. C'est pour ça qu'on a eu ce blizzard historique, notamment sur le nord-est. En fait, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on a eu de la neige en grande quantité, mais ça, on en a déjà eu d'autres fois, hein, sur Buffalo notamment. Mais avec oui, plus d'un mètre, plus d'un mètre, ouais, 2 mètres même. Mais avec à 120 km à l'heure, eh bien, ça fait des accumulations énormes, ça bloque les entrées, les sorties des maisons, ça a donné des inondations, des submersions des côtes au niveau des Grands Lacs. En fait, c'était la totale hein, au cours du week-end de Noël. On a eu le froid glacial, le blizzard qui est très dangereux sur les routes, surtout en moment où il y a plein de circulation à Noël, les inondations au niveau des Grands Lacs, le vent violent, ensuite les vagues ont gelé lorsqu'elles ont touché les restaurants, les maisons sur le littoral. Donc on a eu tout en fait à la fois ce week-end, une situation, comme on dit en météo, explosive. C'est impressionnant, Karine Durand, c'est clair, votre manière d'expliquer, chapeau, vraiment nous sommes bouche bée, alors sauf Boris Faure qui a une question forcément. Oui, non, j'ai une remarque, c'est que c'est exactement le scénario du film Le Jour d'après, qui est sorti il y a quelques années, que peut-être tout le monde a en mémoire. Et ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est que on revient aux peurs originelles de l'homme qui a eu à se protéger au départ, au temps préhistorique, des bêtes sauvages et du froid, mais qui était habitué à cette lutte. Et je crois que la nouvelle forme d'anxiété qu'on peut ressentir dans notre époque moderne, c'est ça, c'est de se dire mince, on n'est même pas armé face au froid, pas véritablement, ou on n'est plus armé face au froid. Je pense que on a perdu l'habitude, voilà. Et ça, c'est des peurs nouvelles. Alors là, on parle de froid extrême hein, quand même, c'est pas rien. Mais de toute manière, le froid tout court, on a complètement perdu l'habitude. On avait eu de grands blizzards aux États-Unis, vraiment historiques dans les années 70, 80. Alors, il faut préciser qu'on n'avait pas autant de monde, pas autant de circulation sur les routes. C'était peut-être pas le week-end de Noël non plus. Donc là, on a eu tous les paramètres aggravants qui ont été réunis ce week-end en fait. Hein.
Bon, vous avez dit blizzard, c'est bizarre. Aurélie Gros, question. Non, oui, la question, c'est que effectivement, je pense que les Français se posent, quand on voit ça, ce qui se passe aux États-Unis, mais quand on voit les chaleurs que nous avons subies en France cette année, quand on voit le réchauffement là en période de Noël, alors qu'on était à -10 la semaine prochaine, la semaine dernière, on est à +10 cette semaine, la semaine prochaine, on sera peut-être à -2. Et voilà, est-ce qu'il y a des causes? Quelles sont les causes? Et est-ce qu'il y a un rapport entre ces dérèglements qui s'observent un petit peu partout dans le monde? Karine Durand. Il y a un rapport direct entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Il faut savoir que si on a aussi chaud, entre guillemets, en France, on a battu des records hier, par exemple, pour cette journée de Noël, eh bien, c'est un peu à cause des États-Unis, à cause du froid. En fait, le froid des États-Unis se dirige vers l'océan Atlantique, puisqu'il circule d'ouest en est. Et lorsqu'il passe sur l'océan Atlantique, ça se radoucit, ça donne encore une fois de l'instabilité, le contraste de masse d'air, et ça génère des dépressions dans l'océan Atlantique. Ces dépressions, comme vous le savez peut-être, elles s'enroulent, il y a un enroulement, et cet enroulement, il propulse un flux de sud-ouest doux et humide vers qui? Vers nous, vers la France. Donc voilà pourquoi c'est l'effet papillon. La douceur justement qu'on a chez nous en France. Alors, ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que Montréal, quand on regarde sur une carte, est à hauteur de Bordeaux. À hauteur de Bordeaux. Hein, et donc, New York à hauteur de Madrid. Et New York à partir de Madrid. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, oui, une question de votre part? Non, alors moi, parce que moi j'en ai une. Est-ce qu'il y a une histoire de présence de la mer, des océans, qui fait que, évidemment, ça va amenuiser les effets de ce que vous nous avez expliqué. Et donc, il y a cette continuité continentale quand on part de l'Arctique et qui passe par le Canada, alors que nous, c'est un petit peu plus diffus. On a de l'eau, c'est ça, Karine Durand? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, déjà, pour les États-Unis, eux, ils sont directement... le Canada et les États-Unis sont directement dans les flux qui descendent de l'Arctique. Ils sont directement en dessous. Voilà pourquoi ils ont un climat continental qui peut, avec des températures qui peuvent descendre à -45, chose qu'on n'a pas en France, même lors des vagues de froid. En France, sur l'Europe de l'Ouest, c'est différent. En fait, nos vagues de froid, elles ne viennent pas du même endroit que les États-Unis. En général, elles viennent soit du nord du Groenland, c'est ce qu'on a eu début décembre, mais surtout, les vagues de froid en France, elles viennent de la Russie. C'est ce qu'on appelle le flux Moscou-Paris. Donc c'est moins direct, donc c'est un petit peu plus atténué. Et puis oui, effectivement, en ce qui concerne les autres zones plus au sud, on a la douceur de l'eau qui change quand même beaucoup la donne. Bon, Aurélie Gros, vous êtes une élue locale, hein, je le rappelle. Expliquez à vos concitoyens que la planète se réchauffe, qu'il faut faire des efforts alors qu'il y a -58. Il y a un débat, il faut le rappeler, ça aussi. Il y a un vrai débat. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le débat en plus qui sépare les Français entre les climato-sceptiques, ceux qui sont pour... qui croient vraiment qu'on arrive à la fin du monde. Voilà, moi je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. D'une part, c'est ce que je disais en début d'émission, et c'est moi ce que je dis à mes concitoyens en général, c'est que d'une part, il faut faire des efforts, ça, protéger notre planète, évidemment. D'autre part, des effets climatiques comme on a pu vivre cet été, comme on voit aux États-Unis, vont peut-être être plus fréquents, et il va falloir apprendre à vivre avec. C'est un peu comme le virus du Covid-19, vous voyez, apprendre à vivre avec et peut-être réadapter notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu choqué de voir les États-Unis, un pays aussi développé, moderne, qui ne peut pas réagir à un événement climatique. Moi, j'ai appris à vivre avec Philippe Charlès. Alors, Philippe Charlès dit... Non, je le répète, mais je crois que vous n'aviez pas réagi là-dessus, mais je crois qu'effectivement, on a une tendance fâcheuse aujourd'hui à toujours associer climat et météo, et donc je pense qu'il faut bien faire la différenciation. D'ailleurs, je ne dis pas du tout, d'ailleurs ce n'est pas mon métier, qu'il n'y a pas de corrélation entre certains phénomènes météorologiques et le réchauffement climatique, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire une association systématique entre les deux. Donc c'est la raison pour laquelle ce phénomène extrême est probablement une météo qui en fait n'est pas fondamentalement reliée au problème du réchauffement climatique, d'où l'explication de vagues de froid alors qu'on est en réchauffement climatique. Cette fois-ci, Karine Durand, sur la question précise, différence climat et météo. Alors, la météo, c'est vraiment le temps des prochains jours ou au maximum des 2 prochaines semaines. Le climat, c'est une période de 30 ans. Voilà la différence. Ce que je disais. En ce qui concerne la question du réchauffement, le fait que ça se réchauffe, ça n'empêche pas des coups de froid assez violents, ponctuels, comme on l'a connu début décembre en France. Ensuite, il y a beaucoup d'études, mais c'est vraiment au niveau expérimental, on n'est pas certain encore, sur le fait que ce réchauffement, il peut également occasionner des coups de froid assez brusques, puisque les masses d'air se déplacent. Et lorsqu'on a une masse d'air assez d'air doux sur le pôle, eh bien, elle peut déplacer la masse d'air un peu plus froide qui était présente plus bas. C'est une possibilité, mais là, vraiment,
vraiment, ce sont des recherches, c'est au niveau expérimental. On ne peut pas vraiment encore se prononcer sur la question. Vous êtes en train de nous dire, et ça sera la conclusion, que le réchauffement de la planète, ça veut d'abord dire déréglementation. Oui. Le réchauffement provoque tout un ensemble de dérèglements qu'on ne comprend pas encore tout à fait en totalité à l'heure actuelle, puisque c'est un domaine de recherche qui est assez nouveau. Il y a une science qui est née qui s'appelle la science de l'attribution et qui effectue des probabilités statistiques. Est-ce que tel événement a plus de chances de se produire avec le réchauffement, avec les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre ou pas? Voilà, c'est une nouvelle science qui est née il y a quelques années. Eh bien, écoutez, moi, quand j'écoutais Philippe Charlès parler d'énergie, j'étais passionné. Maintenant, quand j'écouterai Karine Durand parler des questions climatiques, je le dirais aussi. C'était passionnant. C'est passionnant. Bravo. Mais nous le disons tous. Ah oui, nous le disons tous. Merci Karine Durand pour ces explications. Et puis, on le rappelle aussi, un bon courage à nos amis américains parce que ça leur a un petit peu gâché leur Noël. Paraît-il, même le Père Noël n'a pas pu se déplacer comme il voulait. Et il n'y a pas eu tous les cadeaux, forcément. Vous avez compris, hein? On peut pas tout dire, mais tout le monde a bien compris le deuxième degré de lecture. Ouais. Boris Faure, c'est pour vous le deuxième degré de lecture, non? Non. Il rigole. Allez, on se retrouve dans un instant et là vous allez être sollicité le quiz de l'actu. À tout de suite.